et on est chargé d'exécuter plusieurs projets qui vont enrichir notre savoir et améliorer nos compétences, aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau technique. Aujourd'hui, je vais vous présenter, moi et mon camarade, notre projet sur PHP, encadré bien évidemment par M. Campoche. On va entamer le plan suivant. On va commencer par les technologies utilisées, puis on va vous présenter notre projet. On va passer à la partie applicative. Bon, ce schéma représente la démarche de travail. Après avoir eu l'idée, on a créé la base de données, puis on a déterminé les technologies qu'on va utiliser, puis on a commencé la programmation, et enfin la partie design. Au niveau des technologies utilisées côté programmation, on a utilisé HTML pour présenter nos pages web et JavaScript pour la programmation au niveau du web. Et MySQL pour le système de gestion de base de données. Et CSS pour bien présenter notre travail. Bon, PHP, comme vous savez, c'est un langage qui s'exécute côté serveur. Il permet de personnaliser les données en fonction de chaque visiteur. Pourquoi nous avons choisi PHP? Parce que, premièrement, il est proposé par notre propre, et d'autre part, parce que c'est un langage qui est très flexible, gratuit, et il permet la création des sites web dynamiques. Voici ce schéma qui représente l'architecture client serveur, c'est-à-dire le cycle de vie du page web. En gros, le client demande la page web du serveur sous format URL. Le serveur interprète la page en HTML, puis la renvoie au client, qui sera par la suite traduit par le navigateur du client. Voici ici, c'est un aperçu de notre base de données. Il se compose de 4 tables: sujet, users, catégorie et rights. Les clés qui sont présentées ici par la couleur rouge et les clés étrangères sont représentées par la couleur bleue. Au niveau de la hiérarchie de notre site, il y a l'administrateur qui peut modifier le code source, ajouter un utilisateur principal et ajouter un cercle utilisateur. Pour l'utilisateur principal, il a les mêmes privilèges que l'administrateur, sauf qu'il ne peut pas modifier le code source. Un cercle utilisateur, il peut seulement ajouter des articles et les modifier. Maintenant, je vous laisse avec mon camarade dans le côté design. Concernant la côté design, on a utilisé plusieurs technologies. Premièrement, on a utilisé Bootstrap, qui est une framework créée par les développeurs Twitter, et il sert à combiner le JavaScript, le CSS3 et l'HTML5. Pourquoi utiliser Bootstrap? On utilise le Bootstrap et rend le design responsive avec une haute qualité, ainsi qu'il est open source et il s'évolue dans le temps. C'est-à-dire, il est open source, les modifications s'effectuent à nous. Le but de Bootstrap, c'est qu'il permet de vous créer un seul fichier style cascade spreadsheet et vous aurez à peu près le même résultat pour tous les navigateurs, pour Chrome, Mozilla, Opera, Safari, etc. Comme vous voyez ici, on a une comparaison entre l'utilité de Bootstrap des différents navigateurs en utilisant la framework Bootstrap, et il fonctionne sur les navigateurs smartphones, sur Android et iOS, et aussi pour Windows et macOS. Et pour l'Internet Explorer, Bootstrap n'est pris en charge qu'à partir de la version Wi-Fi+, c'est-à-dire les versions 6 et 7, qui n'est pas reconduite. On a aussi utilisé un plugin pour plugin Photoshop qui s'appelle CSS Power PS. Ce plugin, il permet, comme vous voyez ici, dans un premier lieu, on utilise le logiciel Adobe Photoshop pour effectuer le design, pour les photos, etc. Et on sélectionne les couches qui vont être exportées, et par la suite on clique sur la bouton CSS Power PS, c'est la bouton du plugin, et il nous génère le code en CSS Power. Et il nous donne la même résultat.
PassWord qui est une bibliothèque JavaScript qui suit le slogan Less is more, qui signifie écrire peu, faire plus. C'est-à-dire avec un peu de code, on peut effectuer plusieurs animations. On a aussi personnalisé la police de notre site web en utilisant l'attribut fourni par CSS3 qui est @police, qui sert à personnaliser la police de votre site. C'est-à-dire, si vous voulez utiliser un fond précis qu'il ne se trouve pas chez l'internaute, c'est-à-dire il n'est pas préinstallé, vous pouvez l'affecter avec votre site et ça sera reconnu, même si l'internaute ne possède pas ce fond dans leur ordre. On a utilisé aussi, pour personnaliser le contenu, c'est-à-dire au lieu d'utiliser des balises HTML, etc. pour colorer le texte, on a utilisé CT Edition, qui est un éditeur de texte web, il est utilisé par plusieurs sites web dans le monde, plus de 9 millions, et il est libre et open source, comme vous voyez ici. Et il facilite la tâche pour ajouter des images, créer des liens. Son interface est similaire au Mécanisme et permet de gérer votre contenu. Ce qui concerne la méthode de programmation, on a utilisé la programmation orientée objet qui se base sur 3 axes essentiels, l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme, qui sert à créer des classes dans lesquelles on a des méthodes. Et on peut interroger avec notre base de données, c'est-à-dire effectuer les différentes opérations d'âge ou la modification de l'instruction, publier ces classes, c'est publier ces méthodes. À partir des classes, on crée un instance et on appelle les méthodes. C'est à peu près la même notion des API, à pour but de sécuriser un peu la base de données. Ce qui concerne la structure de la page d'accueil, on a on a utilisé une méthode ancienne dans laquelle on a l'entrée, le leader, on a à droite le menu qui se compose lui-même de 3 sous-menus et on a ici le corps de la partie centrale de notre site web et le guide de page qui contient Opera. Mais le corps du site, c'est la partie qui va interagir avec la base de données pour afficher des informations de ce format d'écran. Mais on a trouvé un problème, c'est qu'on a plusieurs enregistrements dans la base de données, plus de 20 enregistrements, la page va être devenue. Voici, comme vous voyez ici, le leader, et ici un menu qui contient les différentes catégories de vidéos proposées. Par exemple, si on choisit Python, il va afficher seulement les articles qui contiennent des vidéos de Python. Ici à gauche, à droite, pour les personnes qui veulent nous suivre sur des réseaux sociaux, soit YouTube, Twitter ou Facebook. Ici pour faire que l'utilisateur puisse faire une notification. Et ici, il y a le nombre de visiteurs qui sont actuellement disponibles. Maintenant, on va passer à la partie administration. Ce qui concerne la partie administration, il faut un numéro et un mot de passe. Et vous êtes connecté dans l'administration. À partir de l'administration, on peut gérer les utilisateurs. Donc, vous êtes l'administrateur, comme vous voyez ici. On trouve la liste des différents utilisateurs. On peut effectuer une recherche, soit par nom, et il nous a filtré seulement cet utilisateur-là. On peut aussi effectuer une recherche par page, c'est-à-dire chercher les utilisateurs qui sont archives et par grade. Par exemple, pour admin, il va nous sélectionner l'utilisateur qui est admin. On peut modifier ces informations. On peut aussi changer le grade si l'administrateur est supervisé. On peut aussi supprimer des utilisateurs avec une conversion. De la même manière, on procède pour les sujets. On peut ajouter des sujets. On choisit, on utilise le nom du sujet et la catégorie.
d'administration, en cliquant ici, on a le nom de l'utilisateur et maintenant connecté. On peut aussi se déconnecter. Voici le schéma général qui représente l'ensemble des fonctionnalités de notre site. On a une partie administration à partir de laquelle on peut gérer les utilisateurs, les catégories, les sujets, l'affichage des sites, les liens, ainsi que les informations. Et une deuxième qui est appuyée à partir de laquelle on peut consulter les sujets, les catégories, les réseaux sociaux. On peut revoir les statistiques sur le site. Le nombre d'utilisateurs qui sont connectés ainsi que le nombre de visiteurs. On peut décider des likes et des dislikes sur le sujet. Et merci pour votre attention.